pour moi, c'est le cœur de ce que je voudrais dire aujourd'hui, du sentiment d'humiliation, je dirais du ressentiment qu'il y a dans une partie de la population musulmane à l'échelle du monde entier, bon, à l'encontre de l'Occident et particulièrement de la France. Bon, il y a une histoire coloniale, il y a un passif colonial, il y a aussi une situation actuelle dans les banlieues, bon, dans lesquelles il y a, c'est vrai, il y a de la ségrégation, il y a des situations il y a une fracture sociale évidente. Bon. Et puis là-dessus, il y a des caricatures. C'est je dirais des humiliations emboîtées. Mais la manipulation de ces sentiments, la manipulation éhontée de ces sentiments par des réseaux, je dirais à des buts politiques, dans des fins politiques, et il faut vraiment la combattre par tous les moyens. Et par exemple, qu'est-ce que vous estimez qui est une récupération politique du côté français? Du côté français, je pense qu'en général, tous les responsables musulmans ont été extrêmement prudents, extrêmement sages. Ils ont dit des choses extrêmement justes et extrêmement pondérées. Ils n'ont cessé d'appeler au calme et à comprendre à faire la part des choses. C'est-à-dire, on est dans une société dans laquelle il y a des règles qui sont des règles de liberté d'expression. J'ai envie de dire, d'ajouter, nous sommes au bénéfice de ces règles dans lesquelles il y a ces libertés d'expression. Euh, et donc, on a cette chance d'être dans cette société de droit, de liberté, dont on profite aussi dans notre liberté Mmh. de foi, dans notre liberté religieuse. Hein. Bon, parce que ça, c'est une chose qu'on aurait envie de dire aussi à tous ces pays qui se proclament indignés, et d'abord à la Turquie d'Erdogan, donner aux chrétiens, je dirais, le quart des libertés, des droits religieux qu'ont les musulmans en France, on sera déjà très content. Mmh. C'est des sociétés qui sont tranquillement installées dans une asymétrie et d'une violence tout à fait, je dirais, voilà, il faut y résister sans le moindre état d'âme, je dirais, sans complexe. On a été d'ailleurs, je dirais, même beaucoup trop tolérant à l'égard de toute une partie de, je dirais, de musulmans qui restent en fait des corps étrangers, des formes d'islam qui restent des corps étrangers en France, qui ne veulent absolument pas s'intégrer et qui continuent en quelque sorte à être pilotés de loin par le ministère turc ou par leurs États respectifs ou par leurs idéologies respectives. Donc là, il faut être très très ferme là-dessus. Mais alors, en face, oui, Mmh. euh, Non, non, moi, ce qui m'inquiète, non, parce que j'ai l'impression quand même on a un discours aujourd'hui en France qui n'est centré que sur les caricatures. alors Comme voilà, si comme si, la mise à distance de la religion, je sais pas, la rationalité, la liberté, parce qu'on parle que des libertés, c'était de produire des caricatures du prophète. Il y a quand même oui, là une distorsion, enfin, quelque chose oui, qui paraît très étonnant, enfin, oui, qui personne n'ose dire qu'on n'est pas obligé de publier des caricatures absolument, et que c'est pas absolument. central de publier des caricatures. Mais personne ne le dit. On a Ah, l'impression mais qu'il y c'est a devenu, un interdit autour de ça. mais je pense que c'est en train d'émerger. Je l'ai senti plusieurs textes. Récemment, un texte que je viens de voir, qu'on vient de me partager, sur le fait que ce qu'il faudrait, ce serait vraiment enseigner l'histoire. Alors, Oui, mettre tout le temps l'accent sur les caricatures, si on va continuer, etc. Ça montre, je dirais au contraire, ça montre comment la conception que nous avons en France d'une certaine laïcité est elle-même devenue complètement sacralisée et religieuse. En mmh, fait, c'est comme si, et d'ailleurs, comme si la laïcité était réductible à l'histoire des caricatures, comme si finalement la laïcité s'était concentrée sur le droit de l'ironie à l'égard des religions et le droit de rire comme on veut à l'égard des religions. Et d'ailleurs, l'idée même de droit au blasphème me semble absolument elle-même caricaturale, parce que droit au blasphème, pour des gens pour qui il n'y a pas de blasphème, ça veut dire on a le sentiment qu'ils y croient. Ils croient au blasphème tellement c'est important pour eux, tellement ils le répètent, comme si c'était tellement important pour eux qu'il n'y a plus que ça qui compte. Comme si c'était devenu quelque chose de sacré pour eux, le droit au blasphème. Mais c'est une contradiction dans les termes. Le blasphème, c'est le blasphème pour ceux qui y croient, mais pas pour ceux bien qui n'y sûr. croient pas. Alors on dirait qu'ils y croient. C'est tout à fait, ça me semble tout à fait ridicule et en fait monstrueux. Donc voilà, je pense qu'il y a une manipulation de la peur en France, une manipulation politique, xénophobe, anti-musulmane et d'ailleurs, par derrière aussi anti-religieuse, qui est absolument gravissime, avec justement cette sacralisation d'une certaine forme de laïcité, de république. Nous, c'est comme ça qu'on est, on ne sera jamais autrement. Et en fait, au cœur de tout ça, dans le sein du sein de ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le droit de caricaturer. C'est Mmh. c'est vraiment ridicule. De la part de gens dont on a le sentiment qu'ils n'ont même pas lu, ouvert les livres d'histoire.
Et en fait, ils ne connaissent pas l'histoire du catholicisme en France, l'histoire du protestantisme en France, l'histoire du judaïsme. Et pour eux, la laïcité a été imposée, c'est ce que disait Darmanin il y a quelques semaines. La laïcité a été imposée à toutes les religions, comme si les religions d'elles-mêmes n'avaient pas fait un travail théologique pour parvenir à la laïcité, parfois, mais je dirais même avant les politiques, avant la République. De cette manière, je dis pour les protestants, c'est en tout cas très net. Il y a toute une histoire qui, de l'intérieur du protestantisme, a voulu cette séparation. Donc là, il y a vraiment une inculture historique. Il faudrait commencer, en effet, par enseigner l'histoire. Mais alors, peut-être que derrière ça, il y a quelque chose qui me semble, enfin, peut-être plus. Alors, pour terminer là-dessus, je dirais, si c'est ça la France, si vraiment maintenant c'est ça la France, eh bien, le pacte, pour moi, le pacte républicain est rompu. Le pacte laïque est rompu. Ce n'est pas ça la laïcité. La laïcité à laquelle je suis prêt à souscrire, ce n'est pas ça la République. Le pacte est rompu. Nous allons faire sécession, nous aussi, à ce moment-là. Ce n'est plus nous. Ça ne nous concerne plus. Je ne me sens plus du tout engagé par une telle société, par un tel pays. Si c'est ça la France, je ne suis plus français. Je ne veux plus. Je ne veux plus en être. Il faut que ce soit très, très net. Il faut que ce soit entendu. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens qui, en quelque sorte, sont dans une telle véhémence qu'ils n'entendent plus rien. Voilà. Donc, je pense que c'est très grave. Alors peut-être, on parlait des caricatures, je crois qu'il faut quand même qu'on sente que nous avons fait une vraiment fausse route. Et là, il y a une fausse route, je dirais, pour moi d'abord philosophique. C'est-à-dire qu'en fait, on est parti de l'idée, qui est une idée ultralibérale, mais qui est une idée aussi très bien installée, on va essayer de comprendre pourquoi, que l'offense, l'humiliation, ça n'existe pas, c'est purement subjectif, donc ça n'existe pas. La violence, ça existe, mais l'humiliation, ça n'existe pas. C'est-à-dire, en fait, on ne peut pas le quantifier, c'est subjectif, c'est pas punissable, donc il n'y a pas de quantum d'humiliation. Il y a des quantums de coups et de violence, on peut les mesurer. On ne peut pas mesurer l'humiliation. En effet, c'est un énorme problème. C'est subjectif, mais pourquoi? Parce que c'est la scène de la reconnaissance. L'humiliation attaque la scène de la reconnaissance mutuelle les uns par les autres. Et donc, elle ne s'attaque pas au corps des personnes, elle s'attaque au visage, elle s'attaque au sujet parlant, au sujet crédible, qui essaie de se donner dans sa crédibilité. Et si, en quelque sorte, on le fait taire, si on l'enfonce dans sa honte, dans sa merde, dans son obscurantisme, tous les mots qui sont employés aujourd'hui et qui sont tout à fait atroces, on ruine sa confiance en lui, et à ce moment-là, oui, peut-être qu'il est capable d'aller jusqu'à la mort et au-delà de la mort, pour être entendu comme crédible. C'est là qu'on est dans du tragique. Juste pour être entendu. La fanatisation de la parole, elle tient aussi à l'écrasement de la parole, à l'humiliation de la parole. Donc je pense que l'humiliation, contrairement à ce que l'on croit, il suffit de regarder dans l'histoire, je pense, contrairement à Engels, que le rôle de l'humiliation dans l'histoire est plus grave que le rôle de la violence, plus important que le rôle de la violence. L'humiliation a des effets à long terme, des effets dévastateurs à long terme, et voilà, on ne sait pas très bien comment réagir. C'est très difficile de revenir sur une humiliation. Ça prend du temps. Si vous voulez, l'humiliation, la violence, peut appeler la violence. Il y a une violence, il y a une contre-violence. Mais je dirais que c'est sur une scène relativement mesurée. L'humiliation, la contre-humiliation, elle va ruiner, elle va chercher à détruire la scène même de la reconnaissance. Il faut que plus aucune reconnaissance ne soit possible. C'est pas juste. Donc du coup, ce n'est pas mesuré, ça devient infini, ça ruine tout. Donc c'est beaucoup plus, en ce sens-là, beaucoup plus grave. Voilà un peu, je dirais, la fausse route dans laquelle nous sommes allés. Il faut absolument que nous repensions une société sensible à l'humiliation. Mis à part le fait qu'on est critiqué par tous les pays arabes, ce qu'a déclaré Emmanuel Macron en disant on ne cédera pas, ça a été compris, enfin ça veut dire les gens ont compris, enfin dans les milieux musulmans, on a compris qu'ils ne céderaient pas sur les caricatures. On pourra toujours caricaturer. Ce qui est quand même un peu court. Et alors l'opposition qu'il y a actuellement dans tous les pays du monde, les pays arabes, enfin, est assez grave. Mais alors, ce qui me frappe aussi, c'est que dans les pays anglo-saxons, on ne suit pas du tout la France. On a l'impression qu'on est très seul dans cette manière de défendre la liberté d'expression. On a l'impression que voilà, c'est une affaire qui concerne les Français, mais qui n'a pas forcément de fondement. On en parlait tout à l'heure de ce qu'a dit Trudeau, le Premier ministre canadien. Il a expliqué que, bien sûr, il faut la liberté d'expression, mais toute liberté a des limites. Et la limite, c'est ce que vous venez de dire, c'est le respect des personnes. Est-ce qu'on ne peut pas entendre ça en France?
Oui, oui. Et toute liberté a des règles. Il n'y a pas de Des liberté règles, sans des règles. limites. C'est le cœur de la philosophie des Lumières en plus. L'idée que la liberté va se donner elle-même des règles dans une autonomie de la liberté. C'est le cœur de la philosophie de Kant. C'est le cœur de la philosophie de Rousseau. Bon, et on est en train de passer complètement à côté d'une conception tellement, Sous tellement, prétexte de liberté d'expression, parce que c'est ça voilà, la valeur absolue. une liberté sans droit, sans devoir. Sans J'ai les obligation. droits, mais j'ai aucun devoir. Et en Mhm. fait, voilà, il faut remesurer le fait qu'il n'y a pas de droit sans devoir. Il y a quelque chose. Alors, la raison, je pense elle est très profonde. Comme nous avons détruit, mais détruit systématiquement le noyau catholique, je dirais, de la culture française, qui est là, mais je dirais comme inversé, dans une sorte d'anticatholicisme. La culture française, elle est dans son noyau même anticatholique. Bon. Même de la part de catholiques qui ont quitté le catholicisme et qui restent encore catholiques dans leur Mhm. conception même, je dirais, de la forme de l'État jacobin, centralisé, une seule église, un seul peuple, une seule communion, la France saine quand elle est dans l'unanimité, une unanimité catholique au sens français d'ailleurs du catholicisme, hein, parce qu'il y a d'autres formes de catholicisme, heureusement. Et j'ai envie de dire que ce sacré s'est concentré sur l'idée de la République, sur l'idée de laïcité, qui est elle-même devenue notre religion. C'est ça que les anglo-saxons, qui sont profondément libéraux et, je dirais, pluralistes, ne comprennent pas. Et puis, je dirais concentré sur ce que j'appelais tout à l'heure un seul genre littéraire, qui est la caricature. Comme s'il y avait un genre littéraire éminent qui était vraiment le saint du saint, auquel on ne peut pas toucher. Ben, le reste, les genres littéraires, ils ont tous été, je dirais, démantelés, démolis, on les a tous démolis en fait. Hein, parce que le roman, on a déconstruit le roman, on a déconstruit la culture du roman, on a cessé de démanteler le roman. Mais la caricature, elle n'est absolument pas démantelée. Il n'y aura pas de critique de la caricature, c'est notre sacré. Hein, c'est ça que je trouve tout à fait terrifiant. Et c'est ça, je pense, que les anglo-saxons et les autres populations qui sont des grands amateurs, je dirais, de romans. C'est Salman Rushdie qui a dit ce qui est attaqué dans moi, c'est le roman. C'est la faculté de faire des romans. Qu'est-ce que c'est que le roman pour Salman Rushdie? C'était Kundera qui disait cela. C'est la faculté de percevoir le monde à travers deux points de vue qui ne se comprennent pas. Voir qu'il n'y a pas de point de vue supérieur qui puisse tout comprendre et donc percevoir le monde vu par Don Quichotte, le monde vu par Sancho Panza, par exemple. Et donc, c'est ça le roman. Le roman, c'est l'histoire vue sous plusieurs, une histoire, n'importe laquelle, vue sous plusieurs regards. Hein, bon, Jacques le Fataliste et son maître, de Diderot, etc. Bon. Eh bien, l'islam, d'une certaine manière, culturellement, a du mal avec le roman. Les Russes ont des grands romanciers, etc. L'islam n'a pas de grands romans. C'est quelque chose, on pourrait dire, comme genre littéraire qui lui manque. Et nous ferions mieux, en quelque sorte, d'essayer d'apporter, de diversifier la pluralité des genres littéraires qui peut-être existent d'ailleurs dans le Coran lui-même. Bon, d'essayer de l'intérieur, de pluraliser les genres littéraires en islam, plutôt que d'imposer un genre littéraire comme étant un genre sacré, un genre éminent, ce qui est profondément ridicule et je dirais dégradant pour notre civilisation, dégradant pour notre propre culture. Et c'est ça que je trouve tout à fait monstrueux. J'interrogeais un de ces jours un de mes amis qui est dominicain, qui me disait, lui, il disait que c'est pas innocent que ça arrive sur la France, que la France est éminemment ciblée par les islamistes, parce que la France, au fond, quelque part, défendrait un humanisme contre le fanatisme religieux, voilà, qu'il y a là quelque chose autour de ce qu'est la France, et que la France serait au cœur d'une défense de l'humanisme, enfin, ou des Lumières. Est-ce que tu n'es pas tout d'accord avec cette idée-là? J'ai l'impression. Pourquoi ça Ben arrive à oui, la France, cette oui, affaire? oui, oui. Ben, la France a quand même une tradition, est perçue, quand on se promène dans le monde, Ouais, oui, la France est perçue depuis toujours comme un pays très arrogant, comme un ouais. pays qui a un message universaliste à faire triompher. Et donc, des pays qui se conçoivent eux-mêmes comme d'emblée un peu provinciaux n'ont pas ce genre de réputation. Si je veux dire, on n'a pas... Et donc, c'est la raison pour laquelle la France peut être un pays vers lequel on peut se tourner avec enthousiasme, comme l'ont fait beaucoup et le continueront à le faire. Je pense qu'en ce moment, dans tous ces pays musulmans où il y a ces révoltes, il y a aussi d'autres gens qui disent merci la France, allez-y, continuez, etc. Je pense que c'est très complexe. Bon. Mais c'est vrai que cette arrogance française, il y a là quelque chose qui est insupportable. Et c'est la raison pour laquelle j'avais envie de dire à nos dirigeants, pensons, pensons une manière de nous exprimer. C'est valable aussi en intérieur. Ça concerne aussi les gilets jaunes, parce que quand je parle de l'humiliation, c'est aussi les gilets jaunes. C'est aussi dire qui est-ce qui a porté Trump au pouvoir?
Qu'est-ce qui a porté Erdogan au pouvoir? Ce sont des sociétés humiliées. Bon. Et donc, j'ai envie de dire, voilà, que ce soit en interne ou vers l'externe, vers l'extérieur, il faut une parole qui soit une parole, je dirais, modeste, une parole non humiliante, non écrasante, qui n'utilise pas, je dirais, la force en croyant qu'on sera toujours les plus forts. Nous savons maintenant, nous voyons très bien que tout est en train de craquer, que tout est en train de bouger à toute vitesse, et que croire que nous serons toujours les plus forts, que nous pourrons toujours écraser tous ceux qui nous menacent, ce n'est pas possible. Nous sommes obligés de faire un pacte en interne, en externe. Nous sommes obligés de refaire des pactes de non-agression d'une certaine manière. Cela demande un minimum de reconnaissance. C'est ça que j'appelle ne pas être humiliant, c'est reconnaître l'autre, reconnaître l'existence des autres, reconnaître que d'autres aussi ont d'autres manières de percevoir, d'autres manières de vivre, etc. Et c'est très important.